Bonjour à toutes et à tous pour cette rencontre EMIA qui est consacrée aujourd'hui à la question de la diversité dans les organes dirigeants des organisations non-profit, donc associations et fondations. Cette rencontre d'aujourd'hui est la deuxième collaboration que nous avons à la fois avec le Centre de philanthropie de l'Université de Genève, mais aussi avec Swiss Foundations, qui est l'organisation faîtière de fondations d'utilité publique en Suisse. Et cette rencontre s'inscrit dans le cadre non pas des questions directement d'associations de gouvernance, mais plutôt dans notre cycle qui nous permet d'avoir le regard de chercheuses et de chercheurs sur l'univers associatif et d'avoir un regard académique sur nos fonctionnements et sur les enjeux qui sont ceux de l'associatif. Je suis particulièrement content et je les en remercie d'avoir un panel aujourd'hui de haut niveau, il faut le dire, et qui nous permettra aussi de découvrir une enquête qui va fonder et qui fonde, si j'ose dire, très factuellement ou scientifiquement en tout cas, les apports de cette diversité dans les organes dirigeants des fondations et associations. Je laisserai Madame Gill vous dire effectivement à partir de quand cette étude sera disponible et utilisable par le grand public. Et puis, elle reviendra aussi sur les événements, sur une présentation du centre de philanthropie et sur les événements que ce centre va organiser, comme le fera Madame Freiberhaus pour Swiss Foundation. Je vous souhaite une excellente rencontre. Et puis, sur les modalités de participation, je laisserai, je pense, Madame Gill sur la question des questions, comment se posent les questions, etc. Je laisserai Madame Gill les expliquer. Bonne rencontre. Merci Hervé. Je vais passer la parole à Aline Kratz-Oulmer que je présenterai après. Donc effectivement, pour les questions-réponses, nous vous proposons d'abord présenter les résultats de cette étude, de vous présenter aussi les enjeux et les solutions de la diversité dans les organes dirigeants du secteur non-profit. Aline Freiberhaus nous fera une présentation de Swiss Foundations, mais concernant les questions-réponses, nous vous invitons à les envoyer par écrit dans la session questions-réponses qui s'affiche sur votre barre et nous y répondrons. Les questions auxquelles nous n'aurions pas pu répondre, nous serons à disposition ultérieurement, bien sûr, pour continuer la discussion. Voilà, je passe sans plus attendre la parole à Aline Freiberhaus. Nous avons deux Aline aujourd'hui pour nous parler de Swiss Foundations. Merci Laetitia. Alors en deux mots, je remercie Hervé pour l'invitation et puis je suis ravie de pouvoir co-organiser cette rencontre aussi aux côtés du GCP de Laetitia Gill et de Aline Kratz-Oulmer. On est ravis. Swiss Foundations, en deux mots, c'est l'association des fondations donatrices suisses. Nos membres sont donc des fondations donatrices. Notre objectif est de renforcer le secteur des fondations, de permettre une professionnalisation du secteur aussi, et puis d'offrir aux fondations des outils pour pouvoir mieux gouverner et maximiser leur impact. On publie notamment le Swiss Foundation Code, qui est un code de bonne gouvernance à l'usage des fondations. Et dans ce code, on parle de... Tu es sur mute, Aline. Aline, tu es sur mute. Pardon. Voilà. Alors, la diversité au sein des conseils de fondation, elle permet d'enrichir les débats, elle permet de mieux appréhender les enjeux de société et puis aussi les évolutions de la société, peut-être de les anticiper, et elle permet de maximiser les impacts. Quand on parle de diversité, c'est évidemment en termes de compétences, de profil, en termes d'âge, de genre, de milieu social et d'expérience de vie. Je me réjouis infiniment d'entendre la présentation d'Aline et Laetitia sur cette question. Et puis, j'invite aussi les participants à s'ils le souhaitent, poursuivre les débats au mois de juin. On organise le symposium des fondations suisses qui aura lieu les 1er et 2 juin sous la devise Tous ensemble. C'est aussi toujours très enrichissant pour nous d'avoir une diversité de profils parmi les participants du symposium. Et puis, c'est une occasion de s'informer et aussi d'échanger et de réseauter. Donc, vous trouverez toutes les informations sur notre site internet www.swissfoundations.ch. Voilà, Laetitia, je te recède la parole. Alors, je vais laisser Aline vous présenter l'agenda de notre présentation.
Oui, bonjour à toutes et à tous. Merci beaucoup Hervé pour l'invitation et ton introduction. Laetitia et moi sommes ravis d'être aujourd'hui parmi vous, même si c'est seulement virtuellement, pour parler de la diversité dans la gouvernance des organes dirigeants des organisations non-profit. Nous avons structuré notre présentation en 9 parties. Laetitia, je ne vois pas la présentation. Voilà. Maintenant, nous serons à la slide numéro 2. Voilà. Donc, je vous disais qu'on a structuré la présentation en 9 parties. Tout d'abord, Laetitia va nous présenter le centre en philanthropie et nous-mêmes. Puis, nous allons parler du contexte et de la méthodologie de l'enquête du GCP, qui a donc le titre « La diversité dans les conseils de fondation en Suisse ». Puis, nous allons évoquer la définition de la diversité sur laquelle s'est basée l'enquête du Centre en philanthropie. Nous allons aussi répondre à la question pourquoi est-ce qu'un conseil dirigeant, un organe dirigeant diversifié est plus efficace. Puis, nous allons voir un aperçu des résultats de l'enquête. Par la suite, on va répondre à la question comment diversifier l'organe dirigeant d'une organisation. Et avant d'arriver aux questions-réponses, Laetitia va nous énumérer la gouvernance et la diversité des organes dirigeants. Et pour la partie questions-réponses, je vous encourage à nous poser des questions qui vous concernent, mais aussi de partager avec nous vos expériences que vous avez à ce sujet. Et pour la fin, last but not least, une conclusion des points qu'on a su travailler aujourd'hui avec vous. Et maintenant, je cède la parole de nouveau à Laetitia, qui va nous présenter le Centre en philanthropie de l'Université de Genève. Merci Aline. Alors, comme vous l'avez entendu, mais légèrement, nous avons le charme de l'accent suisse-allemand. Je remercie et je félicite Aline de s'exprimer dans sa langue qui n'est pas sa langue maternelle. Donc, Aline est avocate à Zurich et également académique fellow du Centre en philanthropie, c'est-à-dire qu'elle met à disposition son expertise et son expérience dans le domaine, en l'occurrence, de la diversité auprès du Centre en philanthropie. Donc, tu as rejoint le groupe de chercheurs du Centre en philanthropie en 2020, une des dernières à être arrivée, mais c'est aussi le fruit de notre collaboration que l'on avait initiée depuis déjà un an auparavant. Voilà, en parallèle, donc tu es très connue et reconnue dans ce domaine et tu es également coprésidente de l'association des jeunes experts en fondation. Voilà, alors je vais simplement repartager mon écran. J'ai juste des problèmes de souris. Hop, cela. Voilà. Voilà. Alors rapidement, je me mets en photo, c'est pas très. Voilà. Vous dire que moi, je suis la directrice exécutive du Centre en philanthropie. J'ai une formation en management et une double expérience du secteur privé et non lucratif. Donc c'est toujours intéressant d'avoir cette double casquette. Je suis membre d'un comité notamment et j'étais secrétaire générale d'un cercle de philanthropes durant 10 ans. Donc travail au niveau de la gouvernance. Quelques mots sur le Centre en philanthropie. Donc, nous sommes un centre qui a été créé par l'Université de Genève et notamment le rectorat en septembre 2017. Donc, on a 3 ans et demi d'existence avec ce souci d'avoir une approche interdisciplinaire, c'est-à-dire de faire travailler ensemble l'économie, l'éthique, la philosophie, puisque dès lors que l'on parle de du bien commun, on s'aperçoit qu'on ne peut pas le traiter que du point de vue d'une seule discipline. Pour cela, nous avons 3 axes qui sont les enseignements, je vais y revenir, les recherches et publications, les événements ouverts à la cité du type de celui-ci aujourd'hui. Nous interagissons avec les différentes facultés, mais nous travaillons également avec d'importantes fondations philanthropiques qui sont au nombre de 7 aujourd'hui, qui nous apportent en fait leur éclairage sur leurs pratiques et également leur expérience. Nous sommes très heureux également d'être un des partenaires académiques de Swiss Foundations en Suisse. Alors, quand on parle de philanthropie,
c'est assez vague finalement. Alors nous avons choisi de le définir de la manière suivante, c'est de dire qu'il s'agit d'un don volontaire en faveur du bien commun et ce dernier étant codifié dans les objectifs de développement durable initiés lors des accords de Paris en 2015 et avec cet agenda 2030. Je vous laisserai aller voir le site avec toutes nos réalisations à ce jour. Simplement vous informer que nous avons 4 axes principaux de recherche qui sont la diversité dans la gouvernance du secteur non-profit, nous allons en parler aujourd'hui, la fiscalité, la philanthropie, ça c'est intéressant, on a eu une grande conférence internationale en novembre dernier avec des recommandations de 40 pays, c'est une étude que nous avons conduite avec l'OCDE pour justement cette frontière entre la fiscalité qui s'applique aux organisations non-for-profit et qu'est-ce qui devrait être fait pour être plus en faveur. Social entrepreneurship, donc ça c'est un sujet qui donnera lieu à une conférence internationale en 2022 sur ces liens justement entre responsabilité sociale, objectifs de développement durable, les liens associations, coopératives, Bicorp. Enfin, le 4e sujet, c'est pourquoi donne-t-on les motivations à donner. Finalement, why do people give? Au niveau des enseignements, je vous en informe puisque tous nos cours sont ouverts et gratuits aux auditeurs libres. Donc, vous n'avez pas besoin d'être à l'université, pas besoin d'être membre de quoi que ce soit. Ils sont au nombre de 5 et répartis dans 3 facultés. Vous avez le premier qui aura lieu, historique, qui aura lieu cette année encore sur la philanthropie et ses enjeux juridiques. Un autre sur le thème de l'éthique de la philanthropie, donc par le docteur Tiefenbach en faculté de lettres et notamment département de philosophie. 2 nouveaux cours qui ont eu lieu en 2020 qui sont réitérés, c'est The Many Faces of Philanthropy. Donc ce cours ainsi que le suivant sont donnés en anglais sous la direction du professeur Ougadio en faculté d'économie management. Et enfin, celui qui a lieu actuellement, la philanthropie culturelle et le droit par le docteur Anne-Laure Bandley. Voilà. Donc, n'hésitez pas à vous joindre en ligne si vous le souhaitez vous former ou vous informer. Enfin, en ce qui concerne les formations continues, nous sommes partenaires de la masterclass qui est organisée avec Swiss Philanthropy Foundations et le Center for Philanthropy Studies à Bâle. L'édition 2021 aura lieu le 1er, 2, 3 septembre. C'est moins pour les associations que pour les fondations, mais vous trouverez toutes les informations. Les inscriptions ont lieu jusqu'au 18 juin. Une nouveauté à l'université, le lancement d'un nouveau diplôme of Advanced Studies en philanthropie dans la faculté de GSEN, d'Economy Management, en partenariat avec le Centre en philanthropie, qui sera constitué de 2 certificats, un CAS en philanthropie stratégique, un autre en philanthropie opérationnelle. Le sujet de la diversité, il sera traité avec Aline et moi notamment, mais vous avez un certain nombre de modules et vous pouvez, alors cette formation est payante puisqu'il s'agit d'une formation continue, mais vous pouvez choisir de suivre l'entier du DAS ou un CAS ou voire plusieurs modules uniquement. Voilà. Enfin, j'en aurais fini sur la présentation du centre, vous informer aussi de ces événements gratuits et accessibles à tous, sans inscription. Le prochain aura lieu sur les fondations actionnaires. Il s'agira d'un panel européen en bilingue, modéré par Delphine Bodger, qui est académique fellow du centre, Marianne Philippe, qui viendra du Danemark, Virginie Segers de France et Armin Sternagel d'Allemagne. L'événement suivant traitera de How to combine purpose and profit, donc comment les entreprises, les frontières sont de plus en plus floues, mais les entreprises étant de plus en plus soucieuses de donner du sens à leur action, tout en maintenant les profits, et puis le secteur non-for-profit avec cet enjeu de concurrence, à des enjeux peut-être de plus rationaliser ses besoins. Donc pour cela, nous aurons le professeur Alex Elmons qui intervient, qui est issu de la London Business School, qui interviendra en ligne. On aura un panel d'experts académiques de Suisse entière, puisque nous aurons également ce professeur Frézard qui modérera ce panel de l'Université de Suisse italienne, autour du docteur Bolliger, Dantine, professeur Kruger et docteur Pellier de Novartis. Enfin, nous l'espérons fortement, le retour en présentiel avec le 21 septembre, un philanthropie
Lunch hors les murs sur la présentation de l'espace tourbillon, donc soutenu par la Fondation Fides et indirectement Wilsdorf. Sur l'exemple d'un partenariat public-privé, il y a actuellement 10 institutions sociales qui se regroupent et qui unissent leurs forces dans un lieu commun. Donc, ce sera un panel modéré par le secrétaire général de la Fondation Wilsdorf, Marc Moguet, Pierre-Yves Taponnier, le directeur de la Fondation Fides, David Hiller, président de plusieurs fondations, je pense au Colis du Cœur et à Pro notamment, et c'est un événement que je modérerai. Passons plus sans attendre sur l'enquête du GCP. Donc, le centre a souhaité mener une recherche sur la diversité dans les conseils de fondation en Suisse. Je vais vous expliquer le contexte, mais également la méthodologie et les premiers résultats. Le contexte. Pour le Centre en philanthropie, bien qu'ayant été créé il y a 3 ans, nous réalisons à quel point ce secteur est en forte croissance et doit faire face à de nouvelles exigences. Donc, qu'il s'agisse d'associations ou de fondations, qu'est-ce que nous remarquons comme enjeu? D'abord, un enjeu de transparence. Si avant le secteur était discret, il y a de plus en plus d'attentes pour savoir ce que font les uns et les autres. L'évaluation des résultats, on parlait de l'impact, de plus en plus de pression pour montrer l'impact et démontrer l'impact des actions. La professionnalisation croissante, au début, donc c'est un secteur animé par le bénévolat et ça en fait toute sa richesse. Néanmoins, on s'aperçoit qu'il y a un besoin de compétences, de monter en compétences très spécifiques dans le développement du secteur. Une demande de gestion rigoureuse des fonds, une concurrence plus accrue et la crise du Covid ne fait que renforcer cette tendance où il y a de plus en plus d'acteurs, des fonds de plus en plus compliqués à trouver peut-être ou en tout cas plus diverses et donc il faut être vraiment équipé pour pouvoir accompagner ce changement. L'éthique et la réputation qui touchent tout le secteur, fondations, associations, c'est partie des entreprises, mais on le voit que maintenant c'est quelque chose d'actualité également pour le secteur non-profit. Et puis, bien entendu, la maîtrise des risques par les organisations et leurs dirigeants. D'où pour nous l'intérêt d'une bonne gouvernance. Pourquoi? Parce que cette bonne gouvernance permet d'assurer la dynamique d'un projet collectif, de garantir la transparence dont je vous parlais, favoriser également l'engagement de toutes les parties prenantes, c'est-à-dire de ne pas prendre une décision par rapport uniquement de son point de vue, mais d'avoir un point de vue à 360. Et j'en viens maintenant à la diversité. C'est dans ce contexte dans cet enjeu de bonne gouvernance que nous considérons que la diversité a son rôle à jouer. Si ce n'est pas un objectif en soi, c'est en tout cas un moyen. Donc, je vais vous expliquer maintenant la méthodologie de notre enquête. Nous avons conduit une enquête de juin à septembre 2020, donc tout récemment. Donc, il s'agissait d'une grande enquête en ligne. 35 questions ont été posées, qu'il s'agisse du profil du répondant, de la fondation, leurs avis sur la diversité et puis des commentaires éventuels. Les réponses étaient anonymes avec possibilité de laisser son nom. Ce qui était intéressant, c'est qu'on a eu beaucoup de retours de gens qui ont souhaité participer au débat et nous ont laissé leurs coordonnées. Il s'agissait d'une enquête nationale en langue française et allemande. On a eu la contribution d'un Tessinois, mais sinon c'était vraiment suisse alémanique, suisse romande. Nous avons basé notre analyse uniquement sur les réponses complètes, soit 107 fondations, sachant que les répondants étaient prioritairement des membres de conseil de fondation ou sinon le directeur ou la directrice de la fondation. Niveau des résultats, donc cela représente ce que je vous ai dit, 120 fondations d'utilité publique, ce qui est à peu près, on a eu un très bon équilibre, on était surpris en bien, répartition entre les romans et les alémaniques. Et cela représente 720 membres de conseils de fondation. Donc, je vais maintenant passer la parole à Aline qui va nous expliquer la définition que nous donnons à la diversité et pourquoi diversité son conseil. Tu es sur mute, Aline. Voilà. Je pense que là, on m'entend. Voilà, très bien. Ouais. Bon, avant de vous présenter les résultats de l'enquête du GCP, je voudrais vous énumérer
le terme de diversité qui est donc à la base de l'enquête du GCP, et par la suite répondre à la question pourquoi diversifier son organe dirigeant, et par la même occasion répondre à la question pourquoi est-ce qu'un organe dirigeant diversifié est plus efficace. Alors, il faut changer la slide. Pour la définition donc du terme de la diversité, c'est la slide avant, Laetitia. Donc, le concept de la diversité est né aux États-Unis, mais aussi dans notre Constitution fédérale, il y a des articles où on fait référence à la notion de diversité. Par exemple, il y a le préambule dans notre Constitution fédérale qui parle de la diversité dans l'unité, mais également l'article 8, c'est l'article d'interdiction de discrimination, qui contient l'expression d'un engagement en faveur de la diversité. Au-delà des textes de constitution fédérale, en Suisse, nous vivons une diversité puisque la Suisse a 4 cultures différentes. Il y a la culture suisse alémanique, il y a la culture suisse romande, il y a la culture italienne, il y a la culture des grisons romanches, mais également aussi les langues différentes, puisque nous avons une langue nationale qui est l'allemand, la langue nationale français, la langue nationale italien, et la langue nationale aussi du romanche, des grisons. On peut donc constater que la diversité est déjà bien ancrée dans l'esprit suisse. La prochaine slide, s'il te plaît. La diversité se réfère aux caractéristiques classiques de la diversité afin d'obtenir des effets positifs dans un groupe. Le concept du diversity management en économie prévoit l'utilisation des effets positifs que peut avoir un groupe dont la composition est diversifiée. Et là, il faut bien prendre note du fait que le genre est seulement une des dimensions de la diversité. La diversité est un terme à multiples facettes. Il contient 5 dimensions, dont le genre, l'âge, la culture, l'orientation sexuelle et la constitution corporelle. Et là, il faut évoquer que le Centre en philanthropie est allé encore plus loin que cette définition de diversité et a ajouté à cette définition encore les caractéristiques personnelles qu'un membre de conseil de fondation peut avoir. Par exemple, comme est-ce qu'on a un organe de conseil de fondation qui a fait des études à l'étranger? Donc, ça sera un plus pour le conseil de fondation. Ou est-ce que le conseil de fondation parle des langues différentes? Est-ce qu'il a une profession spécialisée qui pourrait apporter aussi une expertise à un conseil de fondation? Donc, ces caractéristiques personnelles sont incluses dans la définition du GCP qui est à la base du questionnaire que nous allons vous présenter. La prochaine slide. La gestion active de la diversité au sein d'organes dirigeants est un avantage pour l'organisation. Pour la fondation, mais aussi pour une association, une NPO, la diversité signifie donc que la composition de cet organe dirigeant tient compte de plusieurs facteurs de la diversité. Cela peut être le genre, l'âge, la culture, l'orientation sexuelle, la constitution corporelle, l'appartenance religieuse et l'origine sociale. Mais maintenant, on peut se poser la question, pourquoi diversifier son organe? Quel est l'avantage qu'un organe dirigeant diversifié va avoir pour son organisation? Par analogie avec le diversity management dans les entreprises privées, un conseil de fondation diversifié, mais ça peut aussi valoir pour un conseil d'association, pour un organe dirigeant en général, sera en principe plus efficace parce qu'il y aura une identification qui va avoir lieu pour la fondation, par exemple, entre le conseil de fondation et les bénéficiaires, parce que le conseil de fondation va reconnaître les besoins
de ses destinataires. Prenons l'exemple, par exemple, d'une fondation qui a pour but de soutenir les jeunes danseurs. Si nous avons dans le conseil de fondation un ancien danseur professionnel, il va mieux pouvoir reconnaître les besoins des destinataires qui font des demandes à la fondation, parce que l'ancien danseur professionnel va connaître l'équipement des jeunes danseurs, qu'est-ce qu'il leur faut pour un équipement professionnel, quel est le budget aussi qu'il faut pour un jeune danseur pour pouvoir aller à des écoles qui sont les bonnes pour pouvoir après, par la suite, accéder à une carrière professionnelle. Donc, il y a entre le conseil de fondation et les bénéficiaires une identification réelle. Ce qu'il y a aussi, c'est qu'il y a une innovation dans le conseil de fondation qui est diversifié. La monotonie est évitée puisque la prise des décisions sera basée sur de multiples facettes d'opinions diverses. Et aussi lors du premier lockdown, l'année passée, on a pu constater que des conseils de fondation qui étaient diversifiés en âge, le lockdown a été plus facile pour eux pour surmonter. Prenons l'exemple des séances de conseils de fondation, puisqu'ils avaient la possibilité de se rencontrer en présentiel n'était pas possible, alors il fallait switcher aux outils digitaux. Et les conseils de fondations qui étaient donc diversifiées en âge ont eu moins de difficultés à utiliser ces outils digitaux. Et ça, on peut le prendre en relation avec justement que les membres du conseil de fondation qui étaient plus jeunes ont eu plus de facilité à introduire les outils digitaux dans le conseil de fondation. Et last but not least, bien sûr, la gouvernance. La gouvernance est bien sûr appuyée et soutenue par un organe diversifié parce que la prise des décisions va être différente. On va parler de plusieurs stratégies. Il y aura une autre transparence, une autre dynamique pour la prise de décision. Et maintenant, je ne veux pas vous faire attendre encore plus longtemps les premiers résultats de l'enquête du Centre en philanthropie et je voudrais répondre pour ma part à quelques questions. Quelle est la répartition du genre des membres du conseil de fondation? C'est donc une question qui touche le genre des membres du conseil de fondation. Et là, nous étions étonnés en bien, puisque 63,2% sont des hommes et 36,7% sont des femmes. Et si on prend en considération qu'il y a eu d'autres enquêtes concernant les conseils de fondation, on peut très clairement voir une évolution parce que dans des enquêtes qui ont été faites dans le passé, il n'y avait que 27% de femmes représentées dans le conseil de fondation. Donc, on peut se poser la question, est-ce qu'il y a du changement dans l'air? Est-ce qu'il y a une nouvelle époque? Qu'est-ce qui se passe? Donc ça, ce sont des questions qui restent à être élucidées. Mais la prochaine question, qui concerne, elle, l'âge, des conseils de fondation nous ont un petit peu moins étonnés. La question est, quelle est la répartition des âges des 720 membres du conseil de fondation? Et là, les réponses étaient que 75% ont plus de 50 ans. Et si on analyse ce chiffre un peu plus précisément, on peut voir sur le diagramme des chiffres que des 720 membres, 277 membres ont entre 60 et 69 ans. Maintenant, on s'est posé la question, pourquoi la majorité des membres du conseil de fondation ont plus de 60 ans? Une possibilité est qu'un mandat de conseil de fondation signifie un aboutissement de carrière professionnelle, mais aussi que les mandats de conseil de fondation demandent énormément de temps, mais ils exigent aussi des connaissances, il faut avoir beaucoup de know-how, on porte beaucoup de responsabilités et souvent, on a
seulement à partir d'un certain âge les connaissances et surtout le temps. Et ça, c'est une explication pourquoi les personnes qui sont dans les conseils de fondation ont déjà un certain âge. Et ce qu'il faut aussi évoquer pour les fondations, c'est que les mandats de conseil de fondation ne sont pas rémunérés. Et si on regarde par exemple le chiffre de la tranche d'âge de 40 à 49 ans, qui sont clairement en minorité, ce chiffre s'explique par le fait que peut-être tout simplement, bon, les mandats ne sont pas rémunérés, ils exigent beaucoup de temps libre, ils exigent beaucoup de responsabilités et que les personnes entre 40 et 49 ans sont en pleine construction de leur vie privée, mais également de leur vie professionnelle et que peut-être tout simplement, ils n'ont pas le temps aussi pour un mandat de conseil de fondation. La prochaine question concerne les statuts des conseils des fondations. Et là, la question était, quelle est la limite d'âge mentionnée dans les statuts? Est-ce qu'il y a une limite d'âge que les statuts mentionnent? Et là, on a été moins surpris puisque 89% des fondations interrogées ne disposent pas de statut mentionnant une limite d'âge. Alors, comme je vous ai dit auparavant, les mandats de conseil de fondation ne sont pas rémunérés et qu'il y a déjà une certaine partie de la population, donc les personnes qui ont au-delà de 60 ans, qui sont en général conseils de fondation tout simplement parce qu'ils ont le temps, parce qu'ils ont les connaissances. Et maintenant, si le fondateur inclut en plus une limite d'âge dans ses statuts, il va encore restreindre encore plus le cercle des personnes qui voudraient peut-être rentrer dans un conseil de fondation. Et surtout pour les petites fondations, où c'est vraiment parfois très, très difficile dans la pratique pour trouver des membres de conseils de fondation qui apportent d'une part la motivation et la connaissance, si en plus on restreint le cercle des candidats possibles avec une guillotine d'âge, peut-être qu'il ne restera plus grand monde. Alors ça, c'est une explication probable pour la raison pourquoi on ne mentionne pas une limite d'âge dans les statuts. Néanmoins, il faut quand même évoquer qu'une limite d'âge peut être aussi un point positif pour une fondation parce qu'elle garantit un renouvellement. Elle garantit un renouvellement, une certaine dynamique. Il n'y a pas toujours les mêmes personnes, ce n'est pas toujours la même mentalité. Et ça, c'est un point très, très positif pour la gouvernance et justement aussi pour l'efficacité d'un organe dirigeant. Voilà. Et après, il y a une question qui est plutôt ouverte. Et là, c'était « Considérez-vous que votre conseil de fondation est diversifié ?» Alors là, on a eu oui, 65% des participants considèrent que leur organe de dirigeant, donc le conseil de fondation, est diversifié. 31% ont constaté non, notre conseil de fondation n'est pas assez diversifié et 4% n'ont pas eu d'opinion. Alors, Laetitia et moi, on s'est dit, 65% se considèrent déjà en tant que diversifiés, alors il n'y a plus rien à faire. Et là, on est allé encore un petit peu plus dans les chiffres. Et ce qui était très intéressant de voir, c'était que parmi les répondants féminins, donc parmi les femmes qui ont répondu, 56% des femmes considèrent que leur organe dirigeant n'est pas diversifié. Et chez les hommes, ce sont 37% qui disent que leur organe dirigeant n'est pas diversifié. Donc, c'est assez grand comme différence entre 56% et 37% chez les hommes. Et là, la question se pose, est-ce qu'il y a une perception de diversité qui est différente entre les hommes et les femmes? Ça reste à voir encore. Et maintenant, en ce qui concerne la diversité au sein des conseils des fondations, est-ce que c'est un sujet qui devrait être plus souvent abordé dans le secteur des fondations à l'avenir? Laetitia, il en est de quoi? Alors, effectivement, merci Aline. Donc, pour les hommes, c'est juste 37% qui considèrent que leur conseil est déjà diversifié.
juste en changement. Alors, effectivement, alors on leur a posé la question, mais pour vous, est-ce que c'est un sujet, la diversité dans les conseils de fondation, est-ce un sujet qui devrait être plus souvent abordé dans le secteur à l'avenir? Et là aussi, surprise, 73% nous ont dit non. Alors, tandis que 30% ont considéré que ça l'était. Alors, c'est intéressant. On pense que, alors, on sait qu'on est dans un secteur qui n'aime pas que ça soit coercitif, hein, donc il faut rien obliger, il faut suggérer. Là, on est en train d'explorer. Ça voudrait dire que pour eux, c'est un sujet qui est déjà abordé. Donc, ça ne veut pas dire qu'il ne doit pas être abordé, mais peut-être on considère qu'il est suffisamment abordé. Donc, le plus souvent n'est pas d'actualité. Ce qui est intéressant, c'est que l'on a enseigné un cours à des étudiants de bachelor à l'Université de Genève. On leur a posé cette question en miroir. Et alors, pour eux, c'était 100% de non. Et alors, on n'a pas compris, mais parce que pour eux, c'est tellement ancré dans c'est une génération pour qui la diversité est un non-sujet, parce que pour eux, elle est intégrée au quotidien dans leur modèle de pensée, dans leur modèle d'action. Donc, c'est toujours intéressant de voir ça en comparaison. Deuxième aspect, on leur a demandé, mais finalement, est-ce que pour vous, la diversité est un avantage, mais dans le cadre de votre fondation? Et alors là, on a été très surpris, puisque quasiment à l'unanimité, vous voyez, 89,7% ont considéré que c'était un avantage. Et donc ça, c'est très intéressant, puisque comme on vous le disait tout à l'heure, ce n'est pas la diversité pour la diversité ou un objectif ultime, mais c'est un moyen. Et on l'a vu également auparavant, un des enjeux du secteur, c'est d'être plus efficient dans un contexte où il y a de plus en plus de concurrence. Donc, ça veut dire que les personnes qui ont de la diversité dans leur conseil témoignent de cet avantage. Et ça, pour nous, c'est très positif. Donc, ils ne le font pas juste pour le mettre sur un rapport, ils ne le font pas juste vis-à-vis des donateurs, enfin, pour des associations, par exemple, pour des donateurs ou vis-à-vis de bénéficiaires, mais on sent que c'est quelque chose dont ils sont convaincus. Lorsque l'on continue sur les avantages de la diversité, on leur a posé la question pour vous, est-ce que ça apporte plus d'efficience? Et là aussi, à 86%, et ça, quelle que soit la Suisse alémanique ou la Suisse romande, quel que soit le lieu de la fondation ou la culture, on s'est aperçu que quasiment à l'unanimité, pareil, ça apportait plus d'efficience. Et c'est ce que l'on va creuser avec la suite de notre recherche, cet aspect d'efficience. Alors, comment diversifier son conseil de fondation, d'association? Je vais laisser Aline vous l'expliquer par rapport à ce que l'on préconise. Tu es sur mute, Aline. Voilà. Oui, alors pour cela, il y a 4 mesures envisageables. D'une part, l'État peut prendre des mesures législatives, comme cela a été fait avec la réforme des actions. Le 1er janvier sont entrées en vigueur des nouvelles dispositions relatives au seuil de représentatif des sexes. Donc ça, c'est vraiment la mesure la plus sévère, la plus stricte. Une mesure qui est moins sévère, qui est plus douce, c'est que les initiatives privées, des fondations ou des associations édictent des règles de bonne conduite. Comme Aline Freiburghaus l'a évoqué au début, il y a le Swiss Foundation Code, et le Swiss Foundation Code, dans sa toute nouvelle version, comme j'ai pu l'apprendre avant notre webinaire, et je suis très contente de le partager avec vous, a un nouveau statut où la diversité est prise en compte. Mais peut-être que Aline pourra nous parler encore plus après de cet article qui prend donc position concernant la diversité dans les conseils de fondation. Une autre réglementation qu'on peut évoquer est la norme CEVO. Alors, les 21 normes CEVO, il y a aussi un article qui traite en anglais, c'est intéressant, la diversité. En allemand et dans la version française, on ne parle pas du terme diversité, mais d'homogénéité dans le conseil de fondation ou dans le conseil d'association. Donc, on peut aussi proposer une certaine diversité au sein d'un organe dirigeant par des règles de bonne conduite.
Une possibilité, et là je m'adresse surtout aux associations parce que pour les fondations c'est plus difficile de modifier les statuts, mais pour les associations, on peut tout à fait prévoir des statuts qui prévoient une certaine diversité pour leur organe dirigeant. Et là, en général, qu'est-ce qu'on fait en tant qu'association si on veut prévoir une certaine diversité dans ces statuts? On fait déjà, il faut analyser le but de l'association. Il faut dire, bon, quel est le but et quelle diversité pourrait être utile pour travailler plus efficacement dans un conseil de fondation pour atteindre le but de l'association. Ça, c'est la première analyse qu'il faut faire. Et la deuxième analyse qu'il faut faire, c'est qu'il faut voir comment est constitué notre cercle de membres de notre association pour voir quels sont les besoins de nos membres. Et selon cette analyse, on peut dire, bon, il faudrait peut-être avoir un expert dans ce domaine, une expertise qui touche ces représentants de membres et par la suite constituer un conseil de dirigeants ou d'associations, un comité d'association qui est structuré selon ces deux analyses. Et la dernière possibilité, la dernière possibilité que nous évoquons ici sur cette slide est le recrutement. Le recrutement a aujourd'hui dans la pratique la plus grande importance. Des associations, mais les NPO et les fondations, quand ils veulent renouveler leur conseil de fondation ou leur comité ou leur conseil d'association, souvent prennent des professionnels et les professionnels vont rien faire d'autre que justement faire une analyse du but de l'association ou de la fondation et de voir quel est le know-how, quelle est l'expertise qu'il faut au conseil, à l'organe dirigeant pour pouvoir mieux effectuer le but de l'organisation. Puis, dans un deuxième temps, reviendra l'analyse pour l'association des membres de l'association. Et c'est ainsi qu'après, le professionnel va vous soumettre une shortlist avec des noms qui pourraient rentrer en considération pour justement améliorer l'efficience de l'organe dirigeant. Voilà. Et maintenant, je vais céder de nouveau la parole à Laetitia qui va nous parler de la gouvernance et les organes dirigeants avec un petit film. Oui, alors peut-être, merci. Juste avant, pour Aline, par rapport à cette slide, vous dire qu'il y a quand même quelques exemples encourageants en Suisse. On pourrait prendre le cadre de bénévole.ch qui a développé une section pour recruter, pour passer des annonces pour des membres de conseil. Le Crédit Suisse qui propose à ses collaborateurs une formation et a confié notamment au Centre en philanthropie cette formation sur comment devenir membre d'un conseil ou d'un comité. Et puis enfin des exemples, par exemple l'association suisse d'utilité publique a recruté Nicolas Forster qui est un jeune qui est né en 1985 à sa présidence. Donc on voit qu'il y a des choses qui bougent. Il y a l'ACAD qui propose des formations pour devenir membre ou pour se professionnaliser en tant que membre de comité ou de conseil. On en est au balbutiement, mais on sent vraiment une tendance voilà, d'avoir de plus en plus d'outils. Donc juste pour étayer concrètement ce que vient de présenter Aline. Merci. Je vois un certain nombre de questions. On arrive à la fin. Je suggère de finir la présentation et de les prendre ensuite. Donc, effectivement, la gouvernance et les organes dirigeants. Pour nous, c'est intéressant de travailler sur cette singularité. L'idée, c'est de ne pas être tous pareils. Un comité qui n'aurait qu'une tranche d'âge représentée ne serait plus diversifié. Un comité qu'avec qu'un genre ne serait pas diversifié. Ce qui est intéressant, c'est la singularité de chacun qui permet cette diversité. Et alors, je suis désolée, je l'ai qu'en anglais, mais vous montrer, c'est un petit film de 2 minutes qui explique en quoi la diversité, en fait, peut alimenter cette intelligence émotionnelle de groupe. Alors, je vais demander à Pauline de nous passer le... Voilà. There are many reasons to value diversity in an organization, but the one that occurs to me has to do with what's called
the group IQ. The group IQ is the sum total of the best talent of every person on a team contributed at full force. If you see a star performing team, you're seeing a very high group IQ. But what predicts the actual productivity or effectiveness of a team is not the potential, that is the best talents of every person. It's how people are valued on that team. It's how people feel that there's harmony, that we get along, that we surface simmering issues, that we take time to celebrate, that we know each person's strengths, and that we step aside when it's time for this person to come forward. In other words, that we are a team that has a high emotional intelligence. So when it comes to diversity, you're seeing people who have a range of backgrounds, of understandings, and of abilities. And the more diverse team is going to be the one with the largest array of talents. And so it will be the one with the potential best performance. The research on high-performing teams that's been done by Vanessa Driscat at the University of New Hampshire shows a very direct relationship between the collective emotional intelligence, if you will, of a team and its actual productivity. For example, in a polyester factory where it's team-based productivity, she found that the teams that had these qualities were the ones that produced the most metric tons of polyester. And she's found this in setting after setting, no matter what the appropriate metric is, the same relationship. Why is that? The wider the array of talent, the better the team will be. So the more diverse the members of a team, the better its potential performance will be. This is, I think, a strong argument for diversity. Voilà. Alors, on trouvait que pour terminer cette présentation, c'était intéressant de voir que c'est avant tout des talents, la multiplicité des talents qui permet à une organisation d'être la plus équipée, la plus efficiente pour répondre aux enjeux sociétaux de demain. Avant de conclure, prendre vos questions-réponses. J'en vois quelques-unes à l'écran, n'hésitez pas. Alors, j'ai juste un petit problème. Voilà. Alors, peut-être une question, je ne vais pas les prendre dans l'ordre, mais de dire, mais c'est intéressant. Effectivement, attendez, excusez-moi, je regarde juste. Donc, une question, c'est de dire, il serait intéressant de diversifier. Premièrement, la diversité comme moyen pour atteindre les objectifs de l'organisation, comme c'est mentionné, et les autres éléments, recrutement, loi, directive, influence, etc., comme moyen pour accroître la diversité. Effectivement, merci de ce point, je pense que c'est intéressant. On a essayé de le démontrer. Je ne sais pas si Aline, tu veux en dire un mot? Oui, alors je pense que le recrutement, bien sûr, est très important pour apporter une diversité. Et je pense que la question là veut juste préciser qu'il faut différencier par rapport des moyens qu'on peut avoir pour atteindre l'objectif de la diversité. Donc, une part est bien sûr les dimensions, mais d'autre part, après, donc les outils, si j'ai bien compris, comme le recrutement, les directives qui peuvent être dans le Swiss Foundation Code, mais qui peuvent être aussi dans les réglementations ou dans la documentation des associations ou des fondations. Voilà. On avait une question sur la limite d'âge. Ouais. Donc, dans les organes dirigeants, on a parlé des 89%, quid des 11%? Est-ce qu'il y a un type de fondation ou un secteur identifiable dans cette catégorie? Oui, alors c'est très clairement les petites fondations. Par exemple, si on prend, il y a des fondations qui ont été établies au siècle dernier pour, par exemple, soutenir la construction d'un pont qui est dans un tout petit village en Suisse intérieure pour aller du point A au point B. Alors là, typiquement, dans cette fondation, si on met là encore une limite d'âge, ça va être très, très difficile de pouvoir trouver des membres possibles qui rentrent en considération. Donc, les limites d'âge, pour avoir une certaine dynamique pour les fondations, c'est plutôt
pour des grandes fondations où on peut vraiment avoir, où c'est bien d'avoir des changements, un certain dynamisme. Si on introduit trop de limites d'âge dans les petites fondations, on peut vraiment avoir le risque, après par la suite, de devoir faire des changements de statut qui seront octroyés par l'autorité de surveillance. Et donc, ça peut plutôt causer un tort. Par contre, aussi pour les limites d'âge, ce qu'on peut évoquer, que ce soit une grande ou une petite fondation, ce qui serait peut-être favorable à faire, c'est de mettre une limite d'âge, pas dans les statuts, mais dans un règlement de fondation, parce que le règlement, on peut le modifier beaucoup plus facilement. Donc, ça, c'est maintenant pour la part des fondations. Mais pour les associations, où c'est vraiment l'organe suprême, et chez l'association, ce n'est pas le conseil, mais c'est l'assemblée des membres qui décide à ce qui est dans les statuts, là, on peut tout à fait prévoir un statut qui dit, oui, il faut avoir une certaine diversité, qu'on devrait après formuler, après avoir fait donc cette analyse de but, cette analyse de constitution de membres. Et là, je pense que ça serait quelque chose qui pourrait être favorable. Oui. Et alors, pour compléter cette question, merci Aline, nous avons une question donc d'une association qui est exactement dans cette situation où les membres fondateurs du comité quittent l'association. Ils doivent rapidement trouver de nouveaux membres. Et c'est une démarche compliquée. Quelle solution proposez-vous? Donc, il y a toujours une possibilité qui est très simple quand il y a… Là, si je suppose, c'est le conseil, le comité ou le conseil de l'association in toto qui va prendre sa retraite. Alors là, il y a la possibilité qu'on fait dans la pratique la plus simple, c'est qu'on fait un courriel à tous les membres et on dit, bon, il y a autant de places du conseil de l'association qui vont se libérer. Est-ce qu'il y a des intéressés parmi nos membres? Et là, en général, il y a déjà un certain nombre de personnes qui vont se présenter. Et après, à travers les personnes qui vont se présenter, on peut faire un genre de shortlist et de voir est-ce qu'il y a des personnes qui pourront apporter l'expertise qu'il faut pour cette association. Il faut aussi peut-être encore voir dans quel domaine cette association est active. Et après, selon ça, faire la shortlist. Bien sûr, si ça, il n'y a personne des membres qui répond, là, on peut prendre peut-être l'aide de professionnels, mais je pense que toujours ce qui est bien avant d'aller vers l'extérieur, c'est d'en parler internement dans le comité, dans le conseil d'association, et puis d'agir dans l'association pour recruter peut-être internement. Et après, il faut voir aussi bien sûr les statuts, qu'est-ce que disent les statuts de l'association. Oui. Voilà. Alors peut-être une question et je peux y répondre. Vous mentionnez beaucoup les genres. Pour moi, la diversité ne s'arrête pas là. Il faut de la diversité en termes de formation, type de carrière, activité, background culturel et intérêt. Merci beaucoup pour cette question parce que justement, donc, le genre est le point d'entrée souvent dans la diversité, mais comme l'a présenté Aline au début, on n'a pas voulu se limiter à ça. Ce qu'il faut savoir, typiquement, il s'agit d'un aperçu des résultats. D'ailleurs, j'en profite pour vous dire que l'ensemble des résultats seront communiqués en externe d'ici la fin de l'année, d'ici fin 2021. Mais on s'est aperçu que typiquement dans notre enquête, les gens avaient majoritairement un bagage universitaire, une formation universitaire. Donc, voilà, en termes de diversité, on s'aperçoit que c'est des gens qui, la plupart des membres, plus que la majorité, ont un diplôme universitaire. Au niveau, on a posé aussi la question des nationalités des membres des conseils. Là aussi, c'est largement plus européen, suisse, voire européen, que d'autres zones géographiques du monde. Ce qui est intéressant, c'est de voir que, par exemple, pour l'une des fondations, elle nous a spécifié que c'était marqué dans les statuts que les membres devaient être de nationalité suisse. Pourquoi ? Parce que, comme l'a expliqué Aline, contrairement aux associations, dans le droit des fondations, c'est beaucoup plus strict et les statuts sont quasi immuables. Alors, c'est en train d'évoluer. Voilà, il n'y a pas beaucoup d'initiatives dans ce sens. Mais pour faire changer le statut, c'est très compliqué. Donc, si cette nationalité suisse avait un sens 80 ans en arrière, aujourd'hui, voilà. Mais n'empêche que le Conseil doit faire avec.
Ouais. Ou par exemple aussi, il y a des fondations où, par exemple, on dit qu'il faut y avoir un pastoral, un membre de l'église, du village, qui doit faire partie d'un comité. Et s'il n'y a plus d'église dans le village, ça sera aussi difficile de trouver un membre. Ou la même chose avec un prof dans un village qui est perdu. S'il n'y a plus d'école dans ce village, parce que tout simplement, les écoles sont dans une ville un peu plus grande, le recrutement va être beaucoup plus difficile. Oui. Et puis, alors après, juste, effectivement, je pourrais lier à cette autre question qui est, est-ce que la diversité pourrait également permettre de changer le concept de gouvernance pyramidale en organisation plus horizontale? Peut-être que je peux prendre l'exemple de la Fondation Lennart, parce que là, pour l'instant, on a beaucoup parlé des conseils de fondation, des comités, mais s'agissant des organes dirigeants, la Fondation Lennart a mis au point des comités d'experts qui, en fait, puisque l'idée, c'est quand même d'avoir un comité ou un conseil assez restreint, 6 à 8 personnes. Au-delà, ça devient plus compliqué. Mais cela n'empêche pas que vous pouvez vous appuyer sur un conseil scientifique ou ces comités d'experts qui, eux, auront cette expertise pointue et pourront conseiller, voire faire des recommandations. Dans le cas de Lennart, ils donnent des préavis sur des dossiers qui aideront les membres du conseil à décider. Et voilà, puisque l'enjeu, si vous voulez, c'est pas d'avoir un expert de chaque sujet, mais de pouvoir être outillé, d'avoir des autres relais au sein de la gouvernance pour prendre la bonne décision. Donc, par rapport à ce changer de concept pyramidal en organisation plus horizontale, oui, on le voit. C'est aussi parce que lorsque l'on prend, on avait l'exemple avec une fondation qui expliquait que dans un conseil, chacun avait une discipline différente. Et donc, si vous mettez 6 avocats ou 6 psychiatres, par exemple, sur la même table, il y aura beaucoup plus de concurrence. Alors que si vous mettez un médecin, un avocat, un psychiatre, un bénéficiaire, par exemple, on sera beaucoup plus dans l'intelligence collective, dans l'écoute de l'autre, le respect, puisqu'on se dira, ah oui, mon point de vue n'est pas l'unique point de vue. Donc, on s'aperçoit que plus il y a de diversité, plus il y a une capacité d'écoute ou une ouverture d'esprit. Alors, elle n'est pas systématique, mais là, dans la plupart du cas, on s'aperçoit que les gens sont beaucoup plus soucieux de prendre en compte le point de vue de l'autre. Je ne sais pas si Aline, tu veux ajouter quelque chose? Oui, pour les associations, peut-être on pourrait rajouter que, point de vue horizontal, on peut toujours demander l'avis de l'Assemblée des membres, on peut toujours interroger. C'est une possibilité qu'on peut faire statutaire chez les fondations si on voudrait prévoir, par exemple, une assemblée des destinataires. C'est fait très rarement, juridiquement, c'est possible. Mais pour les associations, je pense qu'il y a beaucoup de choses qu'on peut discuter dans l'Assemblée des associations, qu'on peut présenter avant une assemblée et que par la suite, c'est aussi un enrichissement pour le conseil d'association. Aline, ouais. L'autre Aline. On ne t'entend pas encore. Si je mets mon micro, ça va mieux. Voilà. En effet, comme tu disais, Laetitia, je pense qu'avec des petites choses comme une limite d'âge, ça permet d'avoir un renouvellement du conseil de fondation ou alors une limitation des mandats. Ça permet un renouvellement et c'est dans ce mouvement qu'on peut introduire plus de diversité et on est moins pyramidal, moins figé, moins sclérosé, entre guillemets, et ça permet de peut-être être plus proche des attentes de la société. Et c'est vraiment des petites choses qui pourraient permettre ça de façon assez simple. Alors, d'ailleurs, peut-être Aline Freiburghaus, Swiss Foundations, vous avez déjà traité ce sujet-là lors de plusieurs événements et les retours étaient toujours très encourageants. Je crois qu'il y a une volonté de faire bouger les choses. Est-ce que tu peux nous en dire plus? Oui, je crois qu'effectivement, le secteur évolue, le secteur se dynamise et puis prend conscience de toutes ces questions-là. Un des exemples, comme Aline le disait, c'est ce Swiss Foundation Code qui n'a pas une vocation de code qui n'a pas force de loi, mais qui formule des principes et des recommandations pour pouvoir pour que les fondations puissent s'inspirer et appliquer des bonnes pratiques
En 2015, la diversité était peu présente et puis la nouvelle version qui va sortir le 1er juin 2021 prend en compte ces questions-là aussi dans l'article qui concerne la composition des conseils de fondation. Donc je pense que les signaux sont bons et effectivement aussi dans cet article, on parle de diversité non pas seulement en termes de genre ou de sexe, mais aussi d'âge, de milieu social, etc. Et puis je voyais dans les questions, dans la discussion, une question sur le milieu social des membres de conseils de fondation. C'est vrai que les membres de conseil de fondation sont des gens qui sont bénévoles pour la plupart du temps et ça induit aussi le fait que c'est des gens qui peuvent se permettre de ne pas travailler et donc en général c'est des gens qui sont plutôt âgés ou alors des gens qui viennent de milieux sociaux aisés et aussi ces questions de rémunération du conseil de fondation pourraient avoir une influence sur le recrutement de personnes peut-être plus jeunes et issues de milieux sociaux plus diversifiés. Et d'ailleurs, ça fait débat sur la rémunération, en tout cas l'indemnisation des membres de conseil. Absolument. Discuté récemment. Oui, qui est d'ailleurs aussi mentionné dans la motion Luginbühl, oui. Voilà. Et puis nous, peut-être, Aline, l'exemple du ZEVO également. Oui, exactement, oui. Alors là, ce qui est intéressant à voir, justement, c'est que les 21 règles du CEVO parlent de homogénéité, aussi bien dans le texte allemand que français, mais que dans le texte anglais, là, le mot diversité est bien formulé. Alors peut-être aussi que là, il y aura du changement, mais on peut constater que dans le secteur NPO, il y a beaucoup, le sujet est très traité, il y a beaucoup d'intérêt et surtout on reconnaît qu'il y a une certaine efficacité qui vient aussi à travers la diversité de l'organe suprême ou de l'organe dirigeant plutôt. Alors, ouais. On a une question sur avez-vous étudié la diversité au niveau des bénéficiaires pour une fondation dont le but est de l'intégration des personnes en situation d'handicap, a-t-elle des membres au conseil qui sont handicapés et donc, effectivement, je pourrais peut-être prendre… Alors, l'objectif, c'est peut-être pas le bénéficiaire, mais d'avoir des représentants de bénéficiaires. Et on l'a vu, on avait organisé un événement avec Nicolas de Tonac, qui est membre du conseil de Foyer Handicap, qui est psychiatre et par ailleurs handicapé. Mais il a été recruté pour sa compétence, et ça c'est très important, et non pas pour le handicap dont s'occupe Foyer Handicap. Mais il m'expliquait à quel point c'était important parce que lui avait la voix des bénéficiaires et voyez, donc quand les décisions étaient prises, il pouvait appuyer parce qu'il avait ce vécu. Mais de dire finalement son recrutement était lié à sa compétence plus qu'au statut de handicap. Pareil dans les associations de lutte contre le cancer, par exemple, on s'aperçoit que soit c'est une personne qui représente un groupe de personnes, mais sinon elle sera prise pour ses talents, pour sa compétence et également par son expérience de vie. Voilà. Alors, ce qui est important pour les fondations, c'est de voir que ce qui est primordial, c'est déjà ce qui a marqué dans les statuts. Est-ce que le fondateur a mis des réglementations? Souvent, le conseil de fondation est renouvelé par cooptation. Et là, bien sûr, on peut proposer lors du moment où est-ce qu'on fait la fondation, du moment de la création de la fondation, on peut dire au fondateur, oui, est-ce que vous voulez préciser un peu la cooptation? Est-ce qu'il faut avoir des personnes d'une certaine profession dans le grémium, dans le comité du conseil de fondation? Par contre, ce qui est difficile, c'est, chez les fondations, c'est de vraiment voir que le but de la fondation, c'est toujours le cœur de la fondation, le but de la fondation qui est ancré dans les statuts, c'est toujours ça qui doit être au centre aussi quand on fait le recrutement pour le conseil de fondation, de voir est-ce que cette personne pourra apporter aussi quelque chose à ce but, aura une autre vision pour apporter en plus en voyant des choses qu'on peut peut-être améliorer, comment on vit le but dans la fondation. Je pense que c'est plein de points qu'il faut prendre en considération. Peut-être, c'est un point important, une question de dire les retraités, une idée, est-ce que les retraités ne pourraient pas défrayer les actifs et non la fondation? Alors, plus largement, je crois que nous, on le voit, on insiste pas mal sur l'importance
de soutenir les renforcements de capacité, ce qu'on appelle capacity building. Souvent, des donateurs ou donatrices vont vouloir donner pour le projet et peut-être moins pour la gouvernance. Or, un excellent projet, mais avec une gouvernance faible, aura des difficultés à être pérenne, alors qu'un projet avec une gouvernance très forte aura des chances de réussir. Donc ça, c'est plus largement, je pense, c'est la sensibilisation auprès des philanthropes pour leur expliquer que soutenir, alors là on parle des organes, mais de soutenir la formation par exemple des membres du conseil, du comité, mais également des équipes opérationnelles sont essentielles, de soutenir donc cette formation, mais ça peut être aussi pour d'avoir un budget qui est vraiment lié à la gestion de projet, à l'organisation intrinsèque et non pas uniquement dédié aux bénéficiaires. Peut-être une question, Aline, tu parlais tout à l'heure de professionnels qui peuvent venir en renfort. De qui parlais-tu? Justement, tu parlais de recrutement pour les membres de conseils d'association. Alors là, oui, bien sûr, si le conseil présent de l'association n'arrive pas à trouver par les moyens simples, donc en faisant des mails, en demandant parmi les membres de l'association si quelqu'un veut rentrer dans le conseil de l'association, là, oui, peut-être on peut prendre l'aide de personnes qui sont professionnelles, qui peuvent soutenir l'association à trouver donc des personnes qui pourraient rentrer dans ce conseil d'association, comme bénévole.ch que tu as nommé auparavant. Alors, on a d'autres questions. Je ne sais pas si parmi vous, vous avez des exemples, des bons exemples que vous souhaiteriez nous partager de diversité au sein de votre comité ou de votre conseil. On a la plupart d'entre vous, sachez, vous êtes du secteur associatif plus que des fondations. On a quelques fondations opérationnelles. Voilà, n'hésitez pas si vous voulez nous partager un exemple. On sera très intéressés d'en savoir plus. Peut-être pendant que je vous laisse le temps de poser des questions, on avait voilà, un témoignage. C'est exactement le problème que notre association rencontre. Il est difficile de financer la coordination versus les projets en tant que tels. Les concepts de capacity building dans ce cadre m'intéressent énormément. Alors, nous, on le voit, c'est aussi la façon de présenter les projets, c'est-à-dire que souvent, on présente le projet, mais on enlève le loyer, on enlève le salaire de la directrice ou du directeur, et puis à la fin, plus personne ne veut financer. Alors que si vous ventilez les coûts, mais alors ça, je pense que ça peut faire partie d'un autre webinaire, de la façon de présenter le projet, si vous mettez un peu de loyer, un peu de salaire dans chacun des projets que vous présentez, la fondation ou le philanthrope ou la philanthrope, le bailleur sera tout à fait à l'écoute de cela. Je sais, alors, par exemple, la ville de Genève, que je félicite parce qu'elle a relayé le webinaire aujourd'hui dans ses différents canaux de communication, a mis au point, par exemple, une formation pour les associations qu'elle soutient. Voilà, ça, c'est un exemple où, pour accompagner le soutien financier, et un accompagnement de la formation, de la montée en compétences. Quelque chose qui pourrait être aussi rajouté, c'est aussi que dans les projets, vous pouvez introduire une certaine diversité. Si par exemple, vous prenez une fondation d'art ou une fondation de musique, vous pourrez ouvrir aussi le cercle des personnes qui peuvent profiter de cet événement culturel, que ce soit par exemple maintenant en financement d'un opéra, de dire que oui, on va aussi inclure des personnes qui ont moins de possibilités d'accéder à un opéra en offrant par exemple dans le descriptif du projet aussi des séances d'opéra qui seront l'après-midi, ou par exemple si vous cherchez le financement d'une pièce de théâtre, de dire on va ouvrir aussi cette pièce de théâtre à des personnes qui sont par exemple non-voyantes. Et là, il y a des fondations ou des associations qui soutiennent des projets comme ça, et d'inclure ça aussi dans le budget du projet. Ou par exemple, une possibilité pour des opéras, c'est justement pour des personnes qui sont
de faire des séances d'heures différentes ou des expositions, de prévoir aussi une partie du budget pour des personnes qui sont handicapées, qui ont un handicap corporel, pour que ça soit accessible en chaise roulante, par exemple. Des choses qui sont tout à fait communes dans les pays anglo-saxons, mais qui sont en Europe, qui sont beaucoup moins. Ou de dire, par exemple, de faire un genre de match funding, de dire je vais faire accessible mon projet à une catégorie de personnes. Et si je fais ça, est-ce que j'aurai le fonds d'une autre organisation? Donc, de travailler avec du match funding. Il y a donc aussi sur le comment on dit, la Ebene et le stade des projets, il y a aussi d'autres possibilités pour entrer une diversité. Et ça aussi pour les associations, bien sûr. Ouais. Alors, on a une autre question. Quid des représentations linguistiques dans les fondations Gesamtschweizerisch? Allez, Oui, c'est quoi ça? Oui. La représentation linguistique, oui, bien sûr, c'est très important, surtout quand on a des associations qui, par exemple, des associations d'étudiants qui ont justement comme but de soutenir les étudiants qui viennent, par exemple, du Tessin étudier en Suisse romande ou étudier en Suisse alémanique. Là, je pense que oui, c'est tout à fait utile et nécessaire d'avoir des personnes qui parlent nos langues nationales. Oui, je pense qu'il faut encourager aussi la diversité de langues dans des associations qui sont actives dans des pays à l'étranger de la Suisse. Mais à travers la langue passera la culture. Il faut connaître les cultures aussi. Si on a par exemple le but de soutenir un autre pays, de connaître un petit peu les finesses de cet autre pays, de cette autre culture. Et je pense que la diversité linguistique contribue beaucoup. Peut-être Aline Freiburghaus chez Swiss Foundations, vous êtes nationale. Est-ce que tu as voilà, c'est un défi aussi la langue. On était sur mute. Pardon. Effectivement, c'est un défi et une chance et une richesse. C'est toujours les deux revers de la médaille. Nous, on opte toujours pour le principe de chacun dans sa langue, ce principe helvétique qui fonctionne assez bien. Mais effectivement, je crois que c'est très important en fonction du champ d'action de l'association ou de la fondation en tant que telle, d'avoir de la diversité. Après, une petite fondation dont parlait par exemple Aline, qui s'occupe de gérer un pont au fin fond de la Suisse alémanique, je crois qu'il n'y aura pas forcément besoin d'avoir des Tessinois ou des Romans à bord. Mais je crois que d'avoir des gens qui, en tout cas, connaissent la culture de l'autre et y soient ouverts, c'est toujours source de beaucoup de richesse. Et c'est là que c'est important pour nous de traiter la diversité en Suisse parce que les enjeux, quand on regarde nous le centre, on échange avec nos homologues européens, c'était très intéressant. La France, pour eux, ont d'autres enjeux de la diversité. Et je crois qu'il faut faire attention sur ce sujet-là parce que, bon, Aline l'a présenté tout à l'heure, mais on peut être très influencé par la culture nord-américaine dont les enjeux sont très différents parce qu'issus d'une culture très différente. Donc, c'est pour ça qu'il faut toujours lier la diversité à la culture du pays, à l'histoire du pays. Alors, une autre question, enfin une remarque, pour augmenter la part de jeunes de conseil, c'est-à-dire 40 ans et plus, qui auraient envie d'intégrer le conseil d'une association ou fondation œuvrant dans un domaine qui les intéresse, mais ne se permettent pas de se passer d'une rémunération, puisque financièrement, n'auraient pas la possibilité, ne serait-il pas judicieux de réfléchir à un fonds type revenu de transition écologique pour encourager et valoriser ce type d'engagement? Je trouve l'idée très intéressante. Alors, je vais peut-être faire appel à Hervé Pichelin. Est-ce que c'est quelque chose qui pourrait être proposé, mis en œuvre? Alors, je rallume, vous m'entendez déjà? Oui. Voilà, c'est déjà un problème. Et on vous voit. Merci. Bon, la question de la crise de l'engagement, qu'il soit associatif ou de fondation, il peut être lié effectivement à des époques de vie et à des questions de revenus. Ce que nous, on peut observer ici, la Maison des associations accueille à peu près 80 associations dans presque tous les domaines, si j'ose dire, du secteur associatif. C'est que cette question du renouvellement à la fois générationnel, des enjeux et du type de participation, c'est-à-dire qu'on passe beaucoup, par exemple,
d'associations par délégation. Je suis membre parce que l'association poursuit des buts qui m'intéressent, mais moi, je ne participe pas ou peu. Ça, c'est des choses qui changent beaucoup. Les nouveaux membres, et parmi les plus jeunes, veulent effectivement davantage participer et moins déléguer l'action de l'association ou de la fondation. Je pense que l'enjeu doit être le même. Est-ce que la question du salariat ou du dédommagement, de l'indemnisation changerait quoi que ce soit à l'augmentation de la participation des associations? À titre personnel, j'y crois pas. Je crois que c'est plutôt des problèmes. Est-ce, par exemple, que pour des jeunes, on voit maintenant apparaître des formes de collectifs relativement actifs et relativement structurés, mais qui ne choisissent pas la structure juridique parce que pour ça leur paraît compliqué ou institutionnaliser leur action, puis qui au bout d'un moment sont un peu obligés de s'y mettre parce qu'il y a des problèmes de bailleurs auxquels il faut s'adresser. Donc là, on doit accrocher une structure juridique. Donc la vraie question de l'engagement citoyen, quel qu'il soit, association, fondation, et pas… Alors, oui, évidemment que les gens qui ont le plus de revenus ou de capital social, ils vont plus participer que d'autres, mais ça dépend complètement de l'enjeu, en fait. Vous avez des enjeux sur les enjeux climatiques à l'heure actuelle. J'ai eu du mal à croire que le fait de rémunérer les participantes et les participantes augmenterait. C'est une mobilisation qui se fait… voilà. Il y a des cycles de thèmes, il y a des cycles d'enjeux, il y a des cycles de formes de mobilisation ou d'engagement citoyen qui touchent aussi bien les associations auxquelles nous, on essaye de suivre, de répondre, entre autres, justement, en faisant appel à des chercheuses et des chercheurs qui analysent ces évolutions de l'action collective. Nous, on le voit à l'université, c'est très important ce que vous venez de dire, Hervé, dans l'engagement. C'est-à-dire qu'un étudiant, si vous lui demandez un engagement à 3 ans, pour lui, c'est comme prendre une carte de parti pendant 30 ans, quoi. Et il n'en est pas moins altruiste. Et ça, moi, j'insiste toujours quand on dit les jeunes sont égoïstes, ils ne veulent plus donner de leur temps, etc. Pas du tout. D'abord, on le voit dans le crowdfunding. Ils donnent très régulièrement et spontanément. Ils ne vont pas demander de reçu fiscal comme leurs grands-parents l'auraient fait. Ils le donnent. Et voilà. Et ensuite, en revanche, l'engagement, si vous leur demandez… et là, nous, on l'a vu, alors que c'était les premiers bénéficiaires de la crise, enfin, entre guillemets, mais à subir la crise, d'eux-mêmes, ils ont été extrêmement solidaires. Mais je crois que si vous leur dites, voilà, on a besoin d'un membre et c'est un engagement à long terme de 3-4 ans, ça va peut-être leur faire peur parce qu'eux-mêmes, dans leur vie personnelle, professionnelle, ils ne savent pas où ils en seront dans 3-4 ans. Alors que finalement, si on fait 1 plus 1 plus 1 plus 1, ils le feront. Donc, je crois que c'est aussi à nous de nous réinterroger sur voilà, ce monde qui change, ce que vous disiez, Hervé. Quand on voit cette mobilisation forte dans des organisations comme Extinction Rebellion, il n'y a aucun souci, les jeunes donnent de leur temps. Mais c'est simplement peut-être un discours à adapter ou à expliquer, et nous, à se dire… on prend, alors c'est pas facile pour un conseil parce que ou le comité, c'est la colonne vertébrale, mais prendre en compte ces attentes et les adapter. Et comme vous le disiez aussi, un point très important, nous on le voit, c'est cette notion de participation. Avant, on y était plus, est-ce que c'était pour un statut social ? Un peu quand même, d'avoir son nom dans un conseil, alors que là, les jeunes générations disent, attendez, moi, si j'y suis, c'est pas juste pour m'asseoir à ma chaise et écouter, c'est prendre part. Et ils sont beaucoup plus soucieux de contribuer au projet associatif, à prendre des décisions que d'autres qui étaient plus au niveau au niveau stratégique. Et puis, si je peux rajouter une petite chose, en Suisse, on est dans un contexte culturel où les gens ont un fort engagement bénévole. Vraiment, il y a 62%, je crois, des Suisses qui s'engagent régulièrement bénévolement et 2/3 des ménages qui donnent régulièrement. Je crois que ça représente à peu près 2 milliards de francs suisses par année. Donc, on est dans une culture où c'est fortement ancré chez les citoyens. Alors, c'est vrai qu'on a une remarque de dire oui, bien sûr, la diversité, mais on est dans un milieu qui n'a pas beaucoup de moyens pour faire appel à des professionnels et donc on est amené à accueillir des bonnes âmes qui sont prêtes à donner leur temps. Ça, c'est vrai que c'est un enjeu. Hein. La diversité est donc en adaptation avec les particularités et les compétences de chacun des membres présents. Ça, c'est un sujet que l'on voit parce que pour, par exemple, les bénévoles, si on veut les remplacer, c'est pas toujours facile de dire à un bénévole que l'on souhaite qu'il parte parce que lui vous dira qu'il donne déjà beaucoup de son temps, c'est quelqu'un de très motivé et je ne sais pas, Aline, si tu veux… Et surtout, les bénévoles souvent connaissent les structures et connaissent l'organisation par cœur, alors c'est d'autant plus difficile de leur dire, écoute, il faut laisser la place aux jeunes.
parce que donc il y a une certaine identification aussi avec l'association qui est présente. Ils ont créé l'association où ils y étaient pendant beaucoup d'années, donc ils connaissent tout et c'est très difficile aussi pour gagner après toutes ces connaissances. Donc oui, effectivement, il faut vraiment répéter que la diversité, il faut la faire selon le but de l'association, selon les membres. Il faut vraiment faire une diversité qui est utile. Et bien sûr, s'il y a des personnes âgées ou de l'âge de la retraite ou qui se présentent, je pense que non, il ne faut sûrement pas leur fermer la porte, mais l'un n'empêche pas l'autre d'avoir comment on dit, un équilibre. Et super conseil, merci. Voilà. Et puis, oui, c'est intéressant de dire, pour le pratiquer actuellement, la recherche des membres de comité est possible. Mais pour trouver une présidence, cela est très compliqué car dans cette période de pandémie, peu de monde veut porter et prendre des responsabilités. Alors ça, c'est un point important. Nous, on l'a traité puisqu'on a travaillé avec les autorités de surveillance des fondations à Genève et son directeur, Jean-Pierre Rota, expliquait que cette responsabilité pénale peut faire très peur. Or, dans les faits, il y a extrêmement peu de cas qui sont portés au tribunal. Donc, je crois qu'on est aussi dans une société où cet aspect procédure peut faire peur. Mais il faut le mettre au regard de la réalité. Je ne sais pas si toi, Aline, tu as des exemples de présidents moi, qui auraient été mis en difficulté. je pense qu'il faut faire, quand même, je pense que la responsabilité est un lourd fardeau à porter chez les fondations et les associations quand on a une grande responsabilité. Et c'est pour ça aussi d'ailleurs que dans la motion Looking Bull, on plaide pour une certaine rémunération des conseils de fondation, parce que justement, il y a beaucoup plus de professionnalisme qui est demandé à part l'engagement et aussi le temps, et que bien sûr pour certains mandats d'organes dirigeants, on a besoin de plus que ça. Alors je pense que la responsabilité est quand même quelque chose qu'il faut prendre sérieusement en compte, oui. Et c'est pour ça aussi d'ailleurs qu'il est important pour les fondations, pour les conseils de fondations, pour les conseils d'associations, de suivre des cours de Weiterbildung, comment on dit, d'éducation, de formation continue pour savoir comment est-ce qu'il faut écrire un protocole, comment est-ce qu'il faut faire à la fin de l'année le budget, la Jahresrechnung, on dit en allemand. Je pense que c'est important à savoir, oui, comment est-ce qu'il faut inviter pour une assemblée de membres. Il y a plein de questions juridiques qu'il faut quand même connaître. Et je pense que oui, je pense que la responsabilité est importante. Hervé, vous aviez un commentaire? Oui, peut-être là aussi où il y a quand même la différence juridique entre fondation et association joue un rôle pour la présidence. C'est autant la structuration du conseil de fondation et les responsabilités des membres et de son président ou de sa présidente sont effectivement réglées par la loi et sont relativement strictes. Autant beaucoup de personnes pensent que dans les statuts de l'association, vous devez obligatoirement avoir une présidence ou un président, ce qui n'est pas vrai. Le Code civil n'oblige pas. Vous pouvez très bien, vous avez à 2 personnes, vous pouvez créer une association et puis réfléchir à des moyens dans lesquels la répartition des tâches, pas seulement des responsabilités, mais des tâches très, très concrètes. Et là, c'est quelque chose de très genré. En général, dans le comité d'association, c'est toujours les femmes qui font les PV et toujours les hommes qui prennent la parole. Je lis là-dessus. Mais l'association, elle permet plus de variété de modes de gouvernance que la fondation, y compris si l'association a des grosses responsabilités financières par ailleurs. Et puis, deuxième chose, je vais faire de la publicité pour une de nos associations locataires qui s'appelle l'IOXA, qui est une association avec des étudiants, d'étudiantes, mais pas seulement, et qui peut donner des conseils gratuits, juridiques à des associations à Genève, et y compris d'ailleurs, ils ont un peu étendu leur champ maintenant aussi aux questions de gouvernance. Et puis, c'est un peu ce qu'on essaie de faire aussi ici, je fais de la pub pour la MIA, de faire au travers des rencontres comme celle d'aujourd'hui. C'est à défaut de cursus de formation, c'est vous faire
toucher du doigt un certain nombre d'enjeux avec des spécialistes, et puis aussi, quand c'est le cas, comme aujourd'hui, des chercheuses et des chercheurs, de vous montrer un peu quels sont les cursus pour aller plus loin dans la professionnalisation de votre engagement associatif ou de fondation. Il y a, ne serait-ce que par les exigences des bailleurs publics et privés, une exigence de professionnalisation de plus en plus grande, dans lequel la petite association de bénévoles a en tout cas sur Genève beaucoup de mal à répondre et de consacrer de plus en plus de temps au reporting et au suivi des subventions, des comptes, etc. Et en tout cas, à la MIA, on est plutôt sur une tendance maintenant de dire votre idée, elle est excellente, mais il y a plein d'autres qui l'ont eu avant. Peut-être que c'est plus intéressant de regrouper vos forces et puis de réfléchir à votre autonomie, y compris financière quand c'est possible. Donc la question rapide de la présidence, il ne faut pas que ce soit un frein. Il ne faut pas penser obligatoirement en termes de présidence pour une association. Et deuxième chose, il y a des moyens d'accéder à des formations ou des sensibilisations dans ce canton. Excellent, merci beaucoup. Et je sais aussi qu'il y a des sections bénévoles dans le Valais, Fribourg notamment, qui proposent des formations aussi pour accompagner. Donc, je ne sais pas Bénévoles de Genève, oui, mais Bénévoles le propose aussi. Oui, au niveau national, mais au niveau Genève, je sais, voilà. Ah. Alors, sinon aussi… Au niveau Genevois, non. Genève Bénévolat, malheureusement, qui sont parmi nos partenaires, oui. Eux ne font pas de formation. Ça, Bénévolat Vaud, qui est une excellente structure que j'envie jalousement, mais qui est dotée d'un budget par le canton de Vaud pour encourager la vie associative, fait d'excellentes formations et qui sont parfois accessibles quand il n'y a pas suffisamment de participants et de participantes vaudois qui peuvent être accessibles à des associations genevoises. Je vous encourage à aller voir leur site qui est rempli de conseils et d'expertise en matière associative. Ouais, excellent. Merci de cet input. Alors, effectivement, il y a une autre suggestion pour trouver des membres de conseil. Alors là, on est dans la diversité de genre. On me mentionne le Cercle suisse des administratrices ou le Career Women Forum. Alors, ce qui est intéressant, c'est que j'étais intervenue il y a 2 ans maintenant à un événement. J'avais été invitée par ces 2 organisations et j'avais été… Il y a eu beaucoup de succès alors c'était des femmes, mais qui souhaitaient donner aussi du sens à leur carrière professionnelle en disant, bah voilà, de temps en temps, bah, elles avaient un job qu'elles aimaient, qu'elles appréciaient, mais qu'elles avaient envie de s'engager pour donner du sens. Et c'était des personnes qui pouvaient être dans des conseils déjà d'administration d'entreprise, rémunérés donc, mais qui avaient le souci de faire autrement. Donc, ça peut être 2 très bonnes sources, donc le Career Women Forum et le Cercle suisse des administratrices, au niveau, si c'est un enjeu au niveau du genre. On me pose la question, Aline, peux-tu rappeler où trouver les articles sur les responsabilités juridiques d'un président ou membre d'une association? Dans le Code civil, l'article 54 suivi. Voilà. Alors, il nous reste encore 2 petites minutes pour prendre des questions, si vous en avez encore, ou si Aline Fragburhaus de Swiss Foundations ou Hervé Pichin, vous souhaitez mentionner d'autres points importants que nous n'aurions pas traités. Peut-être je laisserai à Aline Fragburhaus expliquer un petit peu la différence entre les fondations donatrices et les fondations opérationnelles, parce que je pense que peut-être là aussi, au point de vue à la fois de la gouvernance, mais aussi du fonctionnement, vous avez peut-être déjà constaté que le problème, les enjeux n'étaient pas exactement les mêmes. Oui, alors effectivement, le concept de fondation, c'est une forme juridique. La fondation, c'est un capital qui est attribué à un but. Et puis ensuite, il y a différents types de fondations. La fondation peut être donatrice, c'est-à-dire qu'elle a un capital propre et c'est les revenus de ce capital qui vont lui permettre de faire des donations. Et puis, il y a des fondations qui sont constituées avec un petit capital de départ et qui ensuite font appel à des fonds. En ce qui concerne la gouvernance des fondations, quel que soit le type de fondation, je crois que les règles de bonne gouvernance, elles s'appliquent exactement à toutes les fondations, qu'elles soient grandes ou petites. Alors évidemment, pour les petites fondations, il y a des adaptations qui doivent être faites et elles ont moins de moyens pour mettre tous les principes en œuvre. Mais ce petit code, et j'ai aucune royalties dessus, hein, je n'ai pas d'action chez les éditeurs, mais ce code, ce Swiss Foundation Code, il permet
il permet de façon très simple de vraiment passer en revue toutes les questions relatives à la gouvernance des fondations et à l'organisation interne. Et je pense que ça peut même être utile pour des associations parce que si on transcrit conseil de fondation par comité, on peut aussi appliquer ces choses-là. Et c'est un outil d'autorégulation qui permet vraiment d'adapter pas les règles, mais les principes de bonne gouvernance à son organisation. Et il y a encore une grande différence entre les fondations et les associations, c'est que les fondations sont sous l'autorité des surveillances cantonales et que les associations, eux, ils ont l'Assemblée qui vote sur tout. Et il y a aussi une différence des organes suprêmes qui est différente chez l'association et chez la fondation, pour juste compléter encore. Oui, Oui, absolument. Et puis, c'est vrai qu'on voit que la fondation est très marquée par le fondateur, par un individu. Et ça, c'est aussi un enjeu, fondateur, fondatrice, alors que l'association est, dès sa naissance, participative au niveau de la gouvernance. Donc, d'un côté, on a un groupe de personnes et de l'autre, on a au contraire une personne, un président, une présidente qui crée et qui, après, constitue ses équipes. On me demande donc les 21 règles de bonne gouvernance, c'est du ZEWO, le label ZEWO, Z-E-W-O. Voilà. Alors, je vais peut-être laisser la parole à Hervé Pichelin pour vous présenter les prochains événements de la Maison internationale des associations et puis je pourrai conclure l'événement ensuite. Je tiens tout d'abord à remercier infiniment les trois participantes et puis celle que vous ne voyez pas à l'écran, mais qui est Pauline Guédon, qui a largement contribué à l'organisation de cette rencontre aujourd'hui. Vous l'avez un peu entendu dans ma présentation, et celles et ceux qui connaissent la MIA, qui connaît depuis maintenant 2 ans un renouvellement assez grand au point de vue de son fonctionnement, de ses objectifs et de ses prestations. Nous sommes une fondation, ce que peu de gens savent, la Fondation pour l'expression associative, qui est une fondation opérationnelle et qui a comme instrument, si j'ose dire, la Maison internationale des associations, qui à la fois accueille à peu près 80 associations dans des bureaux, mais qui aussi a des salles à disposition des associations, des services publics. Et puis, c'est notre seule source de revenus, et c'est par ce biais-là que nous pouvons effectivement organiser des rencontres comme celle d'aujourd'hui ou un certain nombre d'événements qui sont utiles. Par exemple, je peux vous annoncer en primeur que cette année, la rentrée des associations, qui permet chaque année aux associations depuis 2 ans maintenant de rencontrer les politiques sur Genève, aura lieu cette année en septembre, sous une forme qu'on ne sait pas encore. Sera-t-elle en présentiel ou pas, le jeudi 6 ou 9 septembre, je ne me souviens plus, mais enfin, vous aurez l'information. Donc voilà, chaque fois que vous louez des salles ici, que vous venez ici, vous contribuez effectivement au fonctionnement de cette maison. Et puis nous sommes là pour relier les compétences, donc relier les compétences entre associations, entre milieux académiques et associations, et puis entre services publics aussi et associations. Donc notre programme de rencontres, qui n'est plus sur le site à l'heure actuelle, on l'a suspendu du fait de la pandémie, mais il faut vous inscrire à notre newsletter pour être au courant. Les 2 prochaines rencontres qui auront lieu dans les 2 semaines à venir seront consacrées à la recherche de fonds, qui est un sujet qui intéresse toujours les associations et les fondations, mais particulièrement dans ces temps où on sait que les bailleurs publics comme privés, du fait de la crise sanitaire, vont avoir plus de problèmes. Il nous a semblé important de donner des petites rencontres, enfin des petites, c'est pas le terme de formation, mais des initiations, si j'ose dire, sur ces enjeux-là. Merci à vous toutes et à vous tous, en tout cas, d'avoir suivi cette excellente conférence. Merci Hervé, juste le mot de la fin. Vous remercier, vraiment pour nous, c'est une bonne pratique de la part de la Maison des associations, internationale des associations, de mettre ce sujet à l'honneur. Et comme vous le disiez, d'autant plus en situation de crise, on s'aperçoit que voilà, il y a des sujets qui cristallisent et il faut vraiment être équipé pour traverser cette crise. C'est aussi une manière de montrer à la société dans l'ensemble l'agilité et le professionnalisme du secteur non lucratif qui peut avoir une image, voilà, de par le bénévolat, mais je crois qu'en étant extrêmement professionnel et équipé avec une gouvernance qui s'est
prendre de bonnes décisions, on arrivera à garder le cap. D'abord, avec Aline Kratz-Oulmer, on était ravis de vous présenter. Donc, il s'agit bien des premiers résultats de cette étude, ce qui était la première étude en Suisse, en fait. Vous dire qu'on a été très agréablement surpris de l'accueil réservé, des gens qui ont souhaité y prendre part, et donc ça nous a amené à vouloir continuer. Donc les résultats, je vous l'ai dit, seront publiés fin 2021, mais on va continuer à travailler sur ce sujet-là et à l'élargir. Je ne vous en dis pas plus, mais voilà, ça n'est que le premier étage de la fusée. Voilà. Vous dire que j'étais aussi ravie parce qu'avec Aline Frankfurt, donc nos deux organismes travaillent ensemble, et justement, nous, à l'université, on n'aime pas la recherche fermée, on est vraiment sur de la recherche appliquée, et c'est toujours c'est essentiel de pouvoir travailler avec les acteurs du secteur tels que les fondations donatrices. Donc, on était ravis d'être là ensemble. Vous dire que l'université est ouverte, donc n'hésitez pas à consulter le centre en philanthropie, notre site web. Comme Swiss Foundation, je crois qu'on a des sites où on essaye de partager au maximum, et bien sûr la Maison internationale des associations, ce qui se fait, de mettre à disposition, et ça peut être, comme vous le disiez Hervé, des mini-formations. Voilà. Typiquement pour le centre en philanthropie, tous nos événements sont enregistrés comme celui-ci. Donc, vous dire que si vous souhaitez le revisionner ou le partager auprès de vous, de vos proches ou de vos conseils, voilà, n'hésitez pas, ça sera disponible à partir de la semaine prochaine. Et que nous sommes à votre disposition pour continuer le débat. Et voilà, et vous remercier surtout pour votre engagement, parce que vous êtes là. Merci pour tout le travail que vous faites souvent dans l'ombre. Alors, je voulais mentionner Pauline, qui est mon assistante, qui fait ce travail dans l'ombre et qui est extrêmement efficace et sans qui je ne pourrais rien faire. Mais Hervé l'a fait, mais je le fais une deuxième fois. Et vous remercier tous et toutes pour ce que vous faites pour contribuer au bien commun. Voilà. Merci, et votre diversité de profils qui était illustrée dans votre participation aujourd'hui. À bientôt. Merci. À bientôt. Au revoir.